Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de cette invitation pour vous rejoindre aujourd'hui d'un peu loin. Là, je suis sous le soleil au Maroc, où j'ai également été invité sur le praticien réflexif. Et je voudrais, non pas féliciter, mais en tout cas rendre hommage à l'Université de l'Ontario en langue française, qui est très certainement pionnière dans sa compréhension de l'importance d'une approche transdisciplinaire dans les enseignements et les pratiques, puisque vous êtes figure de pionnier par rapport à ça, tel que l'a pu expliquer M. Mulatrice précédemment. Alors, ma conférence s'intitule « Peut-on définir la transdisciplinarité ?» Grande question. Élaboration, diffusion, et là j'intervertis, objectif d'abord et utilisation à la suite et à la fin. Alors, je vous propose tout de suite un petit jeu qui va nous guider tout au long de mon exposé oral. Chaque diapositive qui sera projetée, à l'exception de la première, diapositive d'ouverture, fait partie d'une énigme à découvrir. Et je donnerai la solution de l'énigme à la fin de la présentation. Donc, en tout, il y a 15 diapositives. Cette première-là ne compte pas. Et nous verrons si vous découvrez l'énigme. C'est un petit truc. On ouvre le colloque, personne ne dort encore. Mais c'est malgré tout pour nous laisser éveillés. Voici le plan. Un bref historique de la naissance et de l'évolution du nombre des disciplines académiques jusqu'à nos jours, qui nous amène donc à la nécessité de l'approche transdisciplinaire. Sinon, on est spécialiste, savant de rien du tout et on n'a pas de vision globale. Mais la transdisciplinarité, de quoi parle-t-on exactement? Puisque nous verrons qu'il y a énormément de façons de l'aborder. Ce qui montrera l'importance d'un retour sur le développement théorique de la transdisciplinarité, ce travail fantastique qu'a opéré Bassarab Nicolescu, fondateur en 1986 du CIRET. J'y reviendrai avec Edgar Morin et d'autres grandes figures, dont j'assure désormais la suite et le rayonnement. Nous verrons quelques grandes étapes de la reconnaissance institutionnelle internationale de la transdisciplinarité à la suite de ce travail. Quelques exemples personnels que j'en fais dans mes pratiques d'enseignement et de recherche. Et en conclusion, quels objectifs pour la transdisciplinarité dans le monde contemporain. Rapide historique de la naissance et de l'évolution du nombre des disciplines académiques jusqu'à nos jours. Premier point. Pour Jacques Verger, les universités européennes à partir du XIIe siècle se fondent essentiellement à partir de 4 types de facultés: théologie, droit canon, médecine, art. Parvenu au XXIe siècle, Bassarab Nicolescu dénombre plus de 8000 disciplines et spécialités universitaires désormais enseignées de par le monde, nombre qu'il met en rapport avec plus de 10 000 religions et 6 000 langues et dialectes. L'objectif qui pouvait être pour l'honnête homme du siècle des Lumières de devenir un savant universel à la noble manière antique n'est tout simplement plus possible aujourd'hui. Issue de la révolution quantique, selon Michel Lubol, la transdisciplinarité trouve une place naturelle dans la prolongation de tous les domaines des sciences fondamentales et humaines, en les intégrant et en les dépassant. Deuxième point, la transdisciplinarité, de quoi parle-t-on au juste? Une recherche bibliographique fait apparaître une constellation de contextes où le terme transdisciplinarité apparaît dans le titre. Plusieurs qualificatifs et domaines peuvent précéder ou suivre le mot transdisciplinaire pour préciser son domaine d'action selon l'auteur considéré. Je les ai regroupés en 3 grandes catégories. Alors, je dirais TD à chaque fois pour ne pas alourdir la communication. D'abord, l'esprit, ensuite l'enseignement et la recherche, et enfin la mise en œuvre. Alors, commençons par l'esprit transdisciplinaire. On trouve ces termes-là. Pensée TD, random, approche TD, Mangano, regard TD, Gigant,
chemin TD, Velter, compréhension TD, Galati, Paris TD, Resveller, réflexion TD, Wano, Global Transdiscipline, Aguirre et Wilcox, TD Habits of Mind, Mishra, Keller et Ernst. Et on pourrait évidemment continuer. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais simplement montrer cette variété incroyable des approches TD. Donc la deuxième grande catégorie que j'ai intitulée l'enseignement et la recherche TD. Alors on trouve pédagogie et apprentissage TD, McGregor, TD Learning, Val et Shankar, éducation TD, Almeida, TD Graduate Education, Derry, TD Higher Education, Gibbs, éducation et recherche TD, Ertas, TD Research, Paul, ingénierie éducative TD, Ertas et Al, compétences TD, Wano, etc. Donc après l'esprit et après le focus, maintenant, la mise en œuvre TD. Alors on va trouver outils TD, Gigant, travail TD, Salem, méthodologie TD, Galvani, TD Process, Ertas, concept TD, Fresin, stratégie TD, Kolesnikova, maillage TD, Dobrinski, etc. Notons enfin la présence de nombreuses publications et revues scientifiques consacrées à la transdisciplinarité, comme Atlas aux États-Unis d'Amérique, plutôt orienté ingénierie et sciences, ou la newsletter du Network for Transdisciplinary Research de l'Académie suisse des arts et des sciences. Alors, pour y voir un peu plus clair, deux auteurs, Marca et Guimer, ont dressé en 2014 un cadre conceptuel de la transdisciplinarité qui peut montrer quelques points communs à toutes ces approches. Ils ont intitulé cette figure le triangle de la transdisciplinarité. Pour ces auteurs, la transdisciplinarité est basée sur trois grands principes qui en soulignent surtout le côté scientifique. Donc, ce sont les côtés de ce triangle, CRS, qui rappelle également un autre acronyme, mais qui, pour l'instant, sont ceux de complexité, on y reviendra, réflexivité et systémique. Pour autant, ces auteurs ouvrent à la possibilité d'une multitude de réalités et à la réhabilitation du monde des sensations. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans le dur de ce qu'on va pouvoir développer sur les différents aspects et concepts que revêt la transdisciplinarité. Mais pour l'instant, procédons à un retour sur l'élaboration théorique de la transdisciplinarité, troisième point de notre exposé. Dans la logique de l'esprit du cercle d'Erasmus, fondé en Suisse par Olga Fröbe-Kaptein en 1933, et dans la prolongation des réunions des chercheurs et des politiques du groupe des 10, animé essentiellement par le couple Robin de 1969 à 1971, est fondé un autre groupe en 1980, appelé le groupe de réflexion sur la transdisciplinarité, et donc là le mot rentre vraiment dans les usages, qui se compose, ce groupe, de personnalités comme Atlan, Attali, Buron, Delors, Duron, Laborie, Morin, Passet, Deronay, Serre et bien d'autres grandes figures. L'UNESCO sera le vecteur principal de la reconnaissance et de la diffusion des travaux qui découleront de ce groupe. La transdisciplinarité s'élabore alors progressivement, notamment par les apports structurants de Bassara Milkolesco, chercheur en physique nucléaire au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique en France, et membre fondateur en 1987 du CIRET, le Centre international de recherche et études transdisciplinaires qu'il va présider jusqu'en 2019. Cette association, toujours très vivante, grâce au renouvellement successif du conseil d'administration et du bureau, a compté et compte encore parmi ses membres les prix Nobel Abdus Salam en physique, Ilya Prigogine en chimie et d'autres personnalités comme Carrière, Cazenave, Durand, Morin,
Keo, Volton et beaucoup d'autres. Nicolescu positionne la transdisciplinarité à partir de 3 axiomes qu'il va élaborer les uns après les autres. Alors, on parle d'axiomes, des fois on trouve postulats, on peut trouver également piliers. Le premier de ces axiomes, dit logique, date de 1969, avec le concept de tiers inclus, qui se situe dans la prolongation de la directive de Hegel et surtout de la logique de Stéphane Lupasco, un autre roumain, dont voici un de ses ouvrages, Le principe d'antagonisme et la logique de l'énergie. Alors, comment ça fonctionne, le principe du tiers inclus? Ça mobilise deux concepts. Donc, d'abord, les niveaux de réalité. Vous le voyez à la droite du schéma, Level Reality 1, Level Reality 2. Donc, au niveau 1 de réalité, on voit par exemple 2 entités, une qui est A, l'autre qui est non A, c'est une représentation symbolique, bien sûr. Et l'idée, c'est de dire, c'est ça le tiers inclus, en changeant de niveau de réalité, eh bien, il existe un troisième terme, T, qui va être à la fois A et non A. On va voir des exemples pour expliquer cela. Donc, ici, on voit par exemple 2 personnages, à gauche et à droite de l'écran, qui regardent un même objet central, une section tubulaire, et selon leur point de vue de chacun, eh bien, ce qu'ils peuvent percevoir par leur sens, par leur filtre, par leur culture, par leur éducation, par leur sagacité, ce sera pour l'une un rond et pour l'autre, ce sera un carré. Alors, qui a raison ou qui a tort dans cette perspective? En réalité, évidemment, les deux ont raison. Alors qu'ils pourraient en venir aux mains parce qu'ils pensent avoir la vérité à défaut de la réalité. Et donc, la seule façon de résoudre un antagonisme apparent, c'est d'appliquer ce principe du tiers inclus pour intégrer les 2 visions à un niveau de réalité supérieur, entre guillemets. Et ce qui nous amène qu'un même objet peut être à la fois et un rond et un carré. Et que la seule façon de résoudre cette opposition apparente, c'est de changer de point de vue vers quelque chose de plus englobant. Alors, comme l'exprime Daniel Proulx, le tiers inclus permet d'intégrer le contradictoire ou l'antagonisme sans la contradiction, mais en ne l'abandonnant pas non plus, pardon, je le répète, intégrer le contradictoire ou l'antagonisme sans la contradiction, mais en ne l'abandonnant pas non plus. Alors, ça, c'était donc le premier axiome. Je reviens à chaque fois au plan. Le deuxième axiome, dit ontologique, date de 1982. Vous voyez qu'il se passe quand même un certain temps entre 1969 et 1982. Ce deuxième axiome est constitué des différents niveaux de réalité, c'est-à-dire que jusque-là, on avait un seul changement de niveau, et maintenant, on va avoir un empilement de niveaux de réalité, aussi bien du côté des objets, c'était l'exemple précédent, mais également, on va inclure la position des sujets. On va développer ça un peu plus tard. Donc, cet axiome ontologique des niveaux de réalité reprend les termes qu'utilisait Heisenberg dans son manuscrit de 1942 et il les a actualisés. Le troisième axiome est dit épistémologique. Il date des années 80, donc il arrive très rapidement après le second, et il englobe en particulier l'approche de la complexité selon Edgar Morin, un des membres fondateurs du CERN encore jusqu'à ce jour. Alors actuellement, ces axiomes mobilisent plusieurs concepts que nous n'avons pas vus encore. Je vous les cite juste. Les zones de non-résistance, c'est ce qui va permettre justement de monter au niveau de conscience pour intégrer par le tiers inclus les différents niveaux de réalité. Et on peut aller jusqu'au tiers caché que nous allons voir tout à l'heure, qui fera la jonction justement entre le monde des objets et le monde des sujets dont nous venons de parler. Et finalement, nous arrivons à une notion princeps
qui s'appelle la transréalité. Ah ben, voici mon ami Bassaram. Donc ça, c'était l'axiome ontologique, hein, niveau de réalité des objets et de la même façon, niveau de réalité des sujets, que nous allons voir maintenant donc, dans ce schéma de la transréalité qui va intégrer ces trois concepts précédents. Alors, on va commencer par le monde des objets. On se situe donc dans le monde non humain qui va aller du quantum, de la microphysique, jusqu'au au cyberespace, jusqu'à l'espace. À un niveau de réalité basique, ici, nous avons deux objets, prenons une table et une chaise. Ils ne se distinguent pas. Pardon, ils se distinguent, ils sont très différents. Je peux m'asseoir sur l'un, m'appuyer sur l'autre, peut-être selon ma position inversement. Et si je change de niveau de réalité, numéro 2, voilà le tiers inclus, qui sera par exemple le système de production économique qui m'a permis de réaliser ou d'accéder à cette table et à cette chaise. Mais également, au niveau économique, nous avons différents types. Nous avons l'artisanat, nous avons des processus industriels qui semblent s'opposer au niveau économique, mais qui finalement, troisième niveau de réalité, vont se retrouver avec un point commun qui est celui d'avoir été produits tout simplement sur notre planète et de faire appel à des ressources naturelles partagées, mais exploitées différemment. Même chose, en ce qui concerne les êtres humains, eh bien, nos deux personnages individuels de tout à l'heure ne se confondaient pas. Nous avions un homme et une femme, certains âges, certaines couleurs, etc. Et pourtant, ce qu'ils ont en commun, tous, c'est de partager un temps social et historique qui leur est propre, à un instant T, bien sûr. Malheureusement, du fait des oppositions apparentes, si l'un ne plaît plus à l'autre et inversement, ils vont pouvoir rentrer au conflit, se battre, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau des nations. Et la seule façon de réunir cet antagonisme apparent, eh bien, ce sera le rôle politique, l'action politique, peut-être celle de l'ONU, celle de l'UNESCO, celle qui va viser plutôt à la coopération internationale, plutôt qu'à l'affrontement et à la confrontation. Donc, on empile les niveaux de réalité depuis le plus petit jusqu'au plus grand, aussi bien pour le monde de la matière que pour le monde des humains. Et nous sommes dans une figure interactive, en mouvement, c'est-à-dire que rien n'est figé. L'interaction entre le monde des objets et celui des sujets va passer par ce concept du tiers caché, qui est vraiment le concept clé de l'approche transdisciplinaire selon Nicolescu, qui est le point de jonction et d'interaction entre l'humain et son environnement, ce qui fait que nous pouvons sortir d'une position où nous sommes agités par les systèmes à une position où nous allons essayer d'agir selon nos capacités et nos environnements et nos actions dans les différents niveaux de réalité pour également changer l'environnement, sachant que bien évidemment, l'environnement nous construit. Au fil du temps de l'évolution de l'humanité, ceci va amener à l'émergence, l'apparition de différentes religions, de différentes cultures, de différentes spiritualités. On est à peu près au milieu de la présentation. Donc, ce qui est bien pour ne pas trop fatiguer l'auditoire, c'est de rentrer maintenant, d'un point de vue pédagogique, dans une respiration. J'en profite pour vous poser la question, est-ce que vous avez commencé à voir le secret qui se cache de diapositive en diapositive? Restez attentif là-dessus, on pouvait revenir, mais c'est un petit peu trop long. Je reprends le fil. Alors, je voudrais vous lire un petit texte qui est un peu ancien. Il date de 1947. Et maintenant, parce que je vais faire un retour au précurseur, vous en avez un là, qui est déjà affiché, Pierre Teilhard de Chardin. Donc là, je vais vous parler d'un autre qui écrit ce texte. Que les disciplines des différentes sciences expérimentales se pénètrent les unes les autres, en dépit des cloisons étanches que notre esprit assoiffé d'ordre place partout comme des barrières infranchissables, et nous ferons peut-être de nouvelles et fructueuses moissons. Les fleurs des arbres, éternellement immobiles, se cherchent les unes des autres, et l'abeille vient à leur secours. Que l'esprit de synthèse joue ce rôle dans nos sciences qui s'isolent chaque jour un peu plus par leur extrême spécialisation. On a ici une sorte de cri du cœur d'un chercheur qui était passionné de l'étude des abeilles, l'apiculture,
Il exprime avec ses mots et sa poésie de son époque ce besoin de sortir de son silo disciplinaire pour mieux comprendre son objet d'étude, notamment en le mettant en rapport avec ses environnements multiples. Bien, cet homme s'appelait Maurice Matisse et c'était un de mes aïeux de mon côté maternel. C'est un texte un peu prémonitoire qui fait partie de son ouvrage « Le peuple des abeilles », paru au PUF, les presses universitaires de France, en 1947. Je poursuis dans mon exposé et nous allons maintenant énoncer les principales étapes de la reconnaissance institutionnelle internationale de la transdisciplinarité. En 1970, un séminaire sur la thématique « L'interdisciplinarité dans les universités » organisé par le Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement, avec la collaboration du ministère français de l'Éducation nationale, a eu lieu à l'université de Nice en 1970. Selon Daniel Proulx, plusieurs orateurs, dont Jean Piaget, y emploient le terme transdisciplinarité. Alors, je tiens à souligner, j'ai remis la main évidemment sur ce texte original et on s'aperçoit que Piaget l'utilise plutôt comme le souhait d'instaurer une interdisciplinarité généralisée. On n'est pas encore au niveau des axiomes, évidemment, puisqu'ils arriveront plus tard. En 1986, un premier colloque organisé en Italie par l'UNESCO et la Fondation Cini aboutit à la Déclaration de Venise, qui utilise officiellement dans un document institutionnel, la science faite aux confins de la connaissance, le terme transdisciplinarité. Cette déclaration sera signée par des représentants de 14 pays. En 1991, le groupe on Transdisciplinarity est cofondé par Bassara Nicolescu et René Verger sous l'égide de l'UNESCO en vue de mettre en dialogue les groupes de recherche et de travail nationaux et internationaux de ce domaine et en lien avec les institutions internationales comme l'ONU. En 1994 se tient le premier congrès mondial de la transdisciplinarité au couvent de Arabida, au Portugal, sous l'égide de l'UNESCO et de l'Université de Lisbonne, et avec le patronage du Conseil européen. C'est là que la charte de la transdisciplinarité, qui fait encore foi évidemment maintenant, est adoptée. À partir de cette date, l'approche transdisciplinaire est devenue une préoccupation récurrente dans les programmes de l'UNESCO, comme en ce qui concerne les premiers programmes de développement durable, même si ce terme en tant que tel était assez peu utilisé à cette époque. Nous poursuivons notre voyage dans le temps. 1997, le Congrès international de Locarno, en Suisse cette fois, toujours soutenu par l'UNESCO, bien sûr, et le gouvernement du canton de Ticino, adopte le texte « Déclaration et recommandations, quelles universités pour demain ?» Ce texte promeut la transdisciplinarité comme principe directeur pour la recherche et la fondation, et je vous félicite à nouveau de mettre en œuvre cette vision. 2005, le deuxième congrès mondial de la transdisciplinarité a été organisé au Brésil par le CETRANS, le Centre d'éducation transdisciplinaire de l'Université de São Paulo, et par la Commission nationale UNESCO du Brésil et évidemment par le CIREP. Fin 2022, l'an dernier, s'est terminé le troisième congrès mondial de la transdisciplinarité que nous avons piloté depuis Mexico par 4 comités organisateurs, donc INA-ENA au Mexique, CETRANS au Brésil, la chaire UNESCO de Florence en Italie et le CIREP. Pendant plus d'une année, en mode en ligne, en raison de la gestion de la pandémie, ont été mis en ligne toutes les conférences qui ont été vidéo diffusées. Donc l'avantage, c'est que tout est disponible, plus de 300 conférences et des centaines d'heures de visionnement. Nous sommes actuellement en train de sortir 4 tomes, les actes de ce congrès. Le tome mexicain est déjà prêt, le tome brésilien est quasiment terminé et nous sommes en train de finaliser les tomes français et italiens. Alors, peut-on catégoriser à nouveau la transdisciplinarité? Parce que certains auteurs font d'autres distinctions
que celle que je vous ai proposée au début de mon intervention. Par exemple, pour MacGregor, il y a deux écoles transdisciplinaires. L'école nicolescurienne, que j'ai présentée au travers des trois axiomes, qu'elle qualifie de plus théorique, et l'école de Zurich, qui se placerait plus du côté des ingénieurs et avec des préoccupations plus d'ordre pratique. Un autre auteur, Rigolo, qui est en train de présenter son habilitation à diriger des recherches sur cette thématique, lui définit deux phases pour la transdisciplinarité. Une première phase conceptuelle, c'est ce que j'ai présenté, et une seconde phase qui intègre les acteurs non institutionnels que nous n'avons pas vus encore dans le déroulé de ma présentation et qui concerne eh bien, les praticiens, les femmes et les hommes de terrain. Alors finalement, peut-on concevoir une définition commune de la transdisciplinarité? Le plus simple me semble être de reprendre le préfixe trans, qui est souvent compris quasi unanimement par l'ensemble des auteurs, comme ce qui est entre, à travers et au-delà des disciplines. C'est la définition historique de Basarab Nicolescu, provenant de la linguistique. Mais d'autres auteurs plus récents cherchent à faire évoluer ces terminologies de désignation avec d'autres termes. On peut trouver par exemple intégral, intégratif, ou bien compléter l'espace de définition comme avec ce qui est commun aux disciplines, ou encore passer d'une définition statique à une définition dynamique, par exemple, ce qui interagit entre les disciplines. Le champ est ouvert à de nombreux travaux et études qui voudraient prolonger cet aspect de la définition pour une définition actualisée peut-être de la transdisciplinarité. Dernier point, quels sont les objectifs avant-dernier point, que peut se donner la transdisciplinarité dans notre monde contemporain? On l'a compris, la méthodologie transdisciplinaire vise à unifier les sciences exactes et les sciences humaines dans une pluralité complexe et dans une unité ouverte qui intègre pleinement la question du sujet. Donc là, on a vraiment des notions très originales. Ce que la méthodologie des sciences modernes s'était refusée à faire depuis Galilée, avec pour conséquence d'amener la science classique à se heurter à ses propres limites, puisque la dimension du sujet, de l'observateur sur l'observé, était évacuée pour des raisons de recherche de neutralité. Donc, on sait qu'elle est parfaitement maintenant illusoire. Et c'est pour cela que le thème central des travaux du Congrès transdisciplinaire international Atlas 2018, qui s'est tenu à Cluj-Napoca, en Roumanie, portait sur le thème Being transdisciplinaire, être transdisciplinaire. Ceci nous amène donc à la nécessité de prendre en considération l'étude du sujet, de sa conscience, dans toutes ses dimensions. Alors je dis à nouveau, parce que cette voie est explorée depuis longtemps par des savants et des scientifiques qui étudient la conscience, tant en lien avec les savoirs traditionnels qu'avec la vie de l'esprit ou la spiritualité. Voici un exemple d'un de ces hommes de science et de foi, un petit peu ancien, donc on peut le mettre dans la catégorie des précurseurs, Pierre Teilhard de Chernat, qui avait repris la notion de noosphère auprès de Vladimir Ivanovitch Vernadsky et qui avait développé le concept de point oméga qu'on retrouve tout en haut du schéma qui rappelle d'ailleurs l'échelle de la nature d'Aristote. Et donc, ce point oméga est un but tendanciel de la conjonction de l'accroissement d'une part de la complexité biologique avec le développement de la conscience. Depuis le micro-parcellaire, l'atome, jusqu'à l'humain et au-delà. Alors, on pourrait citer aussi plus récemment d'autres personnalités scientifiques comme David Bohm, Philippe Guillemont, Jocelyn Morrison. Tous ces savants scientifiques font des liens entre la conscience, le déroulé du temps et la compréhension de l'univers. Ce qui fait que maintenant, nous pourrions dire que la transdisciplinarité est surtout une méthodologie
pas une fin en soi, qui se met au service des objectifs de ceux qui vont la mobiliser. Alors, comment mobiliser la transdisciplinarité? Si vous me permettez, je vais vous donner quelques exemples personnels qui sont issus de mon métier d'enseignant-chercheur. Alors, d'une part, par exemple, la transdisciplinarité m'a permis de conceptualiser une métaphore de l'être humain, mais également du monde des objets, que j'ai appelée la structure temple, qui se compose de 7 éléments. Le premier élément, la base, c'est donc l'ère de l'Anthropocène, pour nous, hein, c'est-à-dire comment, à notre période, l'impact humain sur l'écologie et l'environnement devient irrésistible dans l'exercice des activités industrielles et de loisirs. Eh bien, nous sommes tous nés, mais depuis 200 000 ans que Sapiens Sapiens existe, dans des sagesses, des religions, des savoirs, des connaissances, des spiritualités, des cultures, des sociétés qui sont toutes, on l'a vu précédemment, des expressions du tiers caché et qui vont nous modéliser notre perception et notre compréhension du monde. En tant qu'être humain, nous sommes constitués, j'essaie de synthétiser tout ça sous la forme de piliers, à nouveau, à défaut d'axiomes. Donc, le premier pilier qui m'a l'air essentiel, c'est celui du petit homme qui vient de naître et qui est son biologie, son physique et son énergétique. Alors, je vais vous proposer un petit exercice pour prendre bien conscience de cette dimension qui nous fonde. Eh bien, tout simplement, de bouger très, très légèrement la base de la colonne vertébrale au niveau des lombaires. Voilà, de débloquer ainsi la colonne vertébrale et puis de faire le lien entre nos jambes et la partie supérieure de notre corps. D'onduler un petit peu, d'être attentif aux sensations, aux perceptions que cela nous procure, c'est-à-dire descendre de notre esprit dans notre corps, qui le soutient et qui lui permet de nous habiter. Le deuxième pilier, c'est notre dimension sensible et émotionnelle. On voit on se rappelle que la science galiléenne avait complètement éjecté de la totalité que nous sommes en tant qu'être humain. Et là, la question qu'on peut se poser, et que je vous pose à chacun d'entre vous, présent en temps réel ou différé, qu'est-ce qui, chez vous, vous émeut, qui vous procure une émotion? À quoi êtes-vous sensible? Peut-être ça peut être une œuvre d'art, peut-être ça peut être un paysage. Où est-ce que vous trouvez la beauté? Où est-ce que vous trouvez l'émotion qui vous permet d'accéder au meilleur de vous-même et qui vous donne de la joie, qui vous donne envie d'être partagé? Le troisième point, le mental cognitif. Alors là, bien sûr, nous sommes les champions du monde de cet axe-là. Et ils font de l'essentiel de nos savoirs, de notre rapport au savoir, de la transmission du savoir. Ce n'est pas la peine de s'y attarder, mais on voit bien que c'est seulement un aspect parmi d'autres, et deux restent encore à venir. Le suivant, c'est la dimension du groupe, la dimension sociale. Comme le dit le proverbe, tout seul, on avance vite, mais ensemble, nous allons loin. Et comme nous avons un long temps de vie humaine, est-ce qu'il vaut mieux brûler sa vie de façon éphémère comme une comète et finir ensemble, ou bien essayer d'œuvrer en bonne harmonie dans les multiples groupes d'attachement, depuis la famille jusqu'à la société, auxquels nous appartenons. Dernier pilier, le pilier existentiel, post-métaphysique, axiologique, qui concerne donc la question des valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? C'est la question que je vous pose, de prendre quelques instants pour y réfléchir. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, quand je me lève, je sais que mon action sera guidée, ou en tout cas c'est mon souhait, d'être au service de ces valeurs? Pour certains, ce sera l'altruisme, pour d'autres, ce sera l'entraide, je suis peut-être un peu proche, pour d'autres, la transmission, pour d'autres, la quête de soi ou la quête du groupe. Qu'est-ce qui nous fonde et qu'est-ce qui fait que, dans un point de vue idéaliste,
presque, je serais prêt à mourir pour ça. Et nous arrivons maintenant à la fin de la structure temple, évidemment, par la dimension de l'ouverture, le sentiment de ce qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Alors, je vous redis à nouveau, hein, ça c'est mon interprétation de ce à quoi m'amène la transdisciplinarité. Je n'ai aucune prétention de l'imposer à qui que ce soit, simplement je partage là où la méthodologie m'a amené, elle m'a amené à la dimension ontologique, hein, c'est-à-dire la science de l'être en tant qu'être, notre propre connaissance de nous-mêmes, qui finalement n'est jamais qu'une réactualisation de la tradition. Souvenez-vous du colloque en Italie, Science et tradition, avec cette phrase, Doucis Théotone, connais-toi toi-même, et on peut la poursuivre, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Déjà, les Grecs anciens, sur le temple de Delphes, avaient conscience de cette expression du tiers inclus, terminologie, bien sûr, qu'ils n'utilisaient pas, mais que nous réactualisons au travers de notre œuvre. Et puisque nous sommes à l'époque contemporaine, on peut compléter ce schéma par la dimension des nouvelles technologies, puisque depuis leur avènement dans les années 70 et 90 dans le grand public, et bien, même un peu avant d'ailleurs, ces nouvelles technologies sont présentes dans absolument partout les 7 éléments de la structure temple, que ce soit bien sûr la société tout en bas, mais ces 5 dimensions qui nous constituent et qui sont toutes en interaction, contrairement à ce que montrent finalement ces piliers qui ont l'air d'être séparés, bien sûr que non, on va voir que tout est dans tout, et également au niveau ontologique, j'y reviendrai un petit peu plus tard, nous approchons de la fin. Nous voyons ici, on se souvient de cette phrase, tout est dans tout, et bien oui, effectivement, chacun des, et en même temps tout est distinct, hein, rappelons-nous du début de cette intervention, chacun des 7 éléments est présent dans chacun des 6 autres. Hein. Là, on va retrouver donc à la fois les niveaux de réalité, la dimension de la complexité, et on s'aperçoit qu'on retrouve les piliers énergétiques, sensibles, mentaux, sociaux, existentiels, et par un jeu de strates et de communication, on va complexifier, c'est la dimension dite fractale dans mon travail, de version complexe, de la structure temps, concernant la dimension des sujets, et donc de l'être. Alors, rapidement, un autre concept que j'ai développé grâce à la transdisciplinarité, je l'ai intitulé la théorie du triple développement, ce qui m'a permis, en combinant 3 aspects de notre vie, le développement personnel, le savoir-être, le développement professionnel, les savoir-faire, et le développement communautaire, le savoir-devenir, eh bien, ça m'a permis, en tant qu'enseignant, de développer une P3I, une pédagogie intégrative, implicative et intentionnée, qui a fait l'objet de mon habilitation à diriger de la recherche, et qui, dans mon point de vue, permet de faire le lien, je n'ai pas mis le graphique ici, avec le tiers caché que nous avons vu, de façon à ne plus être agité, mais être agissant, comme je l'avais pu le dire un petit peu tout à l'heure. J'approche de la fin. Je voudrais parler d'un autre concept que j'ai développé toujours grâce à la transdisciplinarité, mais également grâce à la psychologie transpersonnelle et grâce aux humanités numériques, que j'appelle la technontologie, qui est un terme qui a été utilisé assez peu, jusqu'en 2012 à peu près, plutôt dans le domaine du design, et qui fait le lien entre la technique et l'ontologie. Alors, j'ai choisi de terminer mon intervention par ça parce que je sais que vous allez avoir des sessions ou des groupes de travail qui vont discuter justement de l'apport des technologies, de la technique. Et donc, ce que je vous propose comme piste, hein, évidemment, chacun en fait ce qu'il veut, c'est de donner cette définition de la technologie. Alors, je dis ceci, je vais la lire. Nous disons que les dispositifs technologiques qui impactent les dimensions ontologiques sont un domaine d'étude que nous appelons technontologie, et nous la définissons comme suit. La technontologie est l'ensemble des dispositifs artificiels de tout type en lien avec les corporéités de toute nature, biophysique, psycho-émotionnelle, neurocognitive, on retrouve ici les piliers précédents,
Ces dispositifs qui engendrent en contexte individuel ou collectif par rapprochement, mise en relation proche ou lointaine, juxtaposition ou interpénétration d'environnements humains et d'environnements non humains, ils engendrent donc une ou des modifications qualitatives ou quantitatives durables des personnes par rapport à leur état naturel concernant leurs modalités et leurs capacités d'action, d'analyse, de sensibilité ou de conscience envers eux-mêmes, envers les autres et ou envers le monde. Et là, on retrouve un autre concept qui est la conscience de soi, la conscience des autres, la conscience du monde. On pourrait dire également l'action sur soi, l'action sur les autres ou avec les autres, l'action dans le monde ou avec le monde. En conséquence, la technologie est en lien avec la nature humaine et nécessite d'être questionnée en fonction de ses intentions annoncées ou supposées, spécialement au prisme de l'éthique. Alors, c'est ma conclusion. Pourquoi je mentionne l'éthique maintenant? Parce que, pour beaucoup, l'ambition la plus noble de la transdisciplinarité est d'œuvrer pour faire advenir un nouveau paradigme civilisationnel fondé sur la prise en compte de toutes les écologies, dont je vais en citer trois: l'écologie humaine, l'écologie sociale et l'écologie environnementale. Donc, voici ici un autre auteur, Pierre Bell, dont je n'ai pas parlé encore jusqu'ici, qui a fait une sorte de synthèse entre les approches transpersonnelles, plutôt liées au sujet, c'est-à-dire entre, à travers et au-delà des personnes, et les approches transdisciplinaires pour les objets, entre, à travers, au-delà des disciplines, des objets. Psychologue, enseignant, il s'est éteint en 2008 au Brésil, il a fondé l'Université pour la paix, UNIPAD. Il insiste bien sur le fait que notre compréhension du monde doit passer ou une chose et une chose, pardon, un état, un être, un objet, et soit ceci, soit cela, non, pas du tout. Il est à la fois ceci et cela, tout dépend de l'angle de vue, du niveau de réalité. Cela nous amène à une vision holistique, complète, qui révèle, qui met en évidence nos interdépendances, et on retrouve les trois dimensions, l'individu, la société, la nature, et qui vise notamment à faire advenir un véritable art de vivre en paix. C'est le titre d'un de ses livres et d'une de ses formations, puisqu'il était à la fois enseignant, chercheur, psychologue, peut-être chaman, et qui vise donc à ce que nous prenions conscience de la complexité de nos états pour pouvoir justement, non pas se retrouver accablés, mais se retrouver en position de se rendre compte que nous sommes des êtres en capacité d'agir. Et c'était le but mentionné également par Vassaram Nicolescu lors de sa conférence au 3e Congrès mondial en ligne, où il a plaidé pour une TDSS, c'est-à-dire une Strong Sustainability Transdisciplinarity, de façon à ce que cette transdisciplinarité forte et soutenable permette SFP, Strong and Sustainable Peace, c'est-à-dire une paix mondiale forte et soutenable. C'est sur cette ouverture vers la quête d'une vision d'humanité en marche vers la paix, sur des bases à la fois scientifiques et traditionnelles, que je souhaite conclure cette présentation en rappelant que l'utopie n'est pas quelque chose d'irréaliste, d'irréalisable, mais que l'utopie, c'est un but auquel notre travail permet de faire advenir dans notre réalité proche ou lointaine. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long ni trop... bon, on a vu quand même beaucoup de choses dans un laps de temps extrêmement court. Et puisque nous avons terminé, c'est la dernière diapositive, je vous pose cette question. Avez-vous réussi à résoudre l'énigme dont je vous parlais au tout début? Quel était ce fil rouge? Quelle a été cette... ce qui s'est passé? Alors, attendez, j'ai perdu mon partage d'écran. Je le reprends et je vais vous montrer l'intégralité des diapositives, ce qui permettra de répondre à cette question. Donc, en fait,
le message caché derrière l'ensemble de la présentation, c'est un message alchimique, hein, puisqu'on a vu que la transdisciplinarité s'appuie également sur les sciences et les systèmes naturels. Et donc, nous avons progressé dans l'œuvre de ce que les alchimistes appellent l'œuvre du noir au blanc, puis du blanc au rouge, c'est-à-dire en fait la quête de la pierre philosophale et de sa transformation au fil du temps. Hein. Pierre philosophale, c'est de la connaissance, de la sagesse et surtout de la transmutation. Voilà, je vous remercie énormément et je suis à votre disposition.